OK, bonjour tout le monde. On va débuter. Oh, vous êtes vraiment plus... c'est plus facile que dans une salle de classe. Peut-être que le micro aide un peu. Donc, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Je suis content de vous voir. Donc, je veux juste souligner, puis on va débuter rapidement parce qu'on a un bon programme aujourd'hui. Juste en profiter pour souligner le fait qu'il y a 2 semaines, il y avait le gala de l'ADRIC. Il y a un certain nombre de professeurs, chercheurs de l'ETS qui ont remporté des prix. Donc, le souligner, pour moi, c'est important parce que l'ADRIC récompense des projets pour lesquels il y a eu des partenariats industriels, puis qu'il y a eu des impacts auprès des partenaires, auprès de la société. Donc, on a Michael Ménard et Frédéric Nabki, qui sont deux professeurs en génie électrique, qui ont remporté avec leur partenaire Eponix le prix Innovation Regroupement sectoriel de recherche industrielle. Donc, Eponix et Frédéric, Michael travaillent à la conception de puces semi-conductrices pour destiné à l'info nuagique. Donc, c'est de la microélectronique avec un peu de photonique, d'optique à l'intérieur. Il y a aussi le professeur Jean-Philippe Roberge. Ah oui, ben bravo. Puis, c'est pas rien, là, le gala de l'ADRIC. Moi, j'étais là et puis c'est au Palais des Congrès. C'est une salle, il doit y avoir au moins 300-400 personnes là, qui assistent à ça. Là. C'est à l'échelle du Québec. Donc, c'est pas rien là, comme prix. Jean-Philippe Roberge, professeur au département de génie des systèmes, qui fait partie des lauréats pour le projet eSmart Control, avec l'entreprise DeepLight, qui font des logiciels pour améliorer la sécurité des véhicules puis réduire la consommation de carburant. Donc, félicitations, Jean-Philippe. Et puis, aussi, mention spéciale, puis je ne veux pas trop en parler parce que Daniel Monfait, qui est avec nous aujourd'hui, va en parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, Daniel Monfait et Didier Ayot, qui collaborent avec la Ferme d'hiver, donc pour l'autonomie alimentaire des Québécois en cultivant toute l'année des fruits et des légumes dans une serre verticale. Donc, félicitations, Daniel et Didier. Et finalement, on a aussi Nicolas Hagmeister du département de génie mécanique et Georges Kadoum en génie électrique qui était aussi finaliste pour ce gala. Donc, félicitations. Alors, sans plus tarder, je te passe la parole, Clément, pour débuter le programme d'aujourd'hui. Merci Gisèle. Donc j'inviterai notre première présentatrice à monter sur scène. Donc je vous présente Rachel Bousserag qui va nous présenter, qui est nouvellement arrivée dans le département de génie électrique cette année, en fait, en avril 2022, qui va nous présenter qu'est-ce que votre oreille peut vous dire sur votre santé. Je suis grande juste là. Bon, je vais juste parler comme ça. Bon, merci. Parfait. Vous m'entendez bien? Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que votre oreille va devenir un portail d'accès à votre état santé mental et physique? Comment ça se peut? C'est avec des dispositifs intra-auriculaires avancés. On va les appeler hearables pour le reste de la présentation. Les hearables, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Vous avez probablement des hearables vous-même. C'est comme des écouteurs qu'on porte à tous les jours. Mais la seule chose qu'on va avoir besoin d'avoir, c'est un microphone à l'intérieur de l'oreille. Et ce microphone va pouvoir nous donner accès à plein de signaux qu'on génère dans notre corps, comme notre respiration, nos battements de cœur, notre parole, même des clignements des yeux. C'est à cause d'un effet qui s'appelle l'effet d'occlusion. Donc, moi, maintenant, j'ai rien dans mes oreilles. Donc, les signaux qui sont générés dans mon corps vont dissiper et je ne vais pas les percevoir. Par contre, si je bloque mon oreille avec un dispositif intra-auriculaire, par exemple, ces signaux-là vont être amplifiés et je vais pouvoir pas juste les percevoir, mais les capter avec un microphone.
Donc, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, comment je peux utiliser ça pour améliorer, pour faire du bien dans le monde? Et dans mon avis, je suis convaincue qu'on va pouvoir faire la détection précoce de maladies avec ces dispositifs-là. Comment ça? C'est parce que certaines maladies neurodégénératives vont avoir ces signaux que je viens de présenter qui vont être affectés, comme par exemple la maladie de Parkinson. Les personnes qui ont la maladie de Parkinson vont avoir des changements dans leur déglutition et leur respiration. Donc, nous, les personnes qui n'ont pas la maladie, vont prendre une expiration après qu'on avale. Par contre, eux, ils vont prendre une inspiration. Mais personne ne va remarquer ça, même pas un proche qui est avec vous à tous les jours ne va pas dire « Hey, tu as fait une inspiration après ton gâteau? » Ça ne va pas arriver. Et il va aussi avoir des changements dans la parole. Ça veut dire qu'ils vont changer comment ils articulent leurs mots. Pour les personnes qui ont la maladie Alzheimer, eux aussi, ils ont des changements dans leur parole, mais cette fois-ci, c'est plutôt lexique. Ça veut dire qu'ils vont utiliser moins de mots variés, ils vont utiliser plus de verbes que des noms. Et ça arrive très, très lentement. Ils vont aussi avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit. Donc, même s'ils ont un audiogramme parfait, ça veut dire qu'ils n'ont pas une perte auditive, ils ne vont pas être capables de comprendre la parole dans le bruit. C'est parce que ça arrive plutôt sur le niveau du cerveau. Ils vont avoir plus de stress dans ces moments-là. Mais moi, je peux aussi capter plusieurs signaux qui peuvent m'indiquer si vous êtes stressé à l'intérieur de votre oreille, comme vos clignements des yeux, vos respirations et vos battements de cœur. Mais même si on sait tout ça, certains symptômes des personnes qui ont ces maladies-là commencent 10 à 20 ans avant qu'un diagnostic est fait. Mais comment ça? C'est parce que souvent, on prend un individu et on le compare à la population. Ça veut dire que ces anomalies-là, ces changements-là, doivent être assez grandes que quand on les compare à la population, on peut les remarquer. Mais on est tous uniques et nos changements sont particuliers à nous. C'est aussi qu'on regarde souvent une modalité à la fois. Ça veut dire on regarde la déglutition, on regarde la parole, on regarde les battements de cœur, la respiration, les clignements des yeux. Mais il faut regarder tous en même temps parce que tous ces signaux-là vont nous donner une idée de ce qui se passe. Donc, imaginez un dispositif que pas mal d'entre vous portez pas mal à tous les jours, comme une oreillette, qui vous suit, qui connaît votre patron à vous-même, qui peut capter différents signaux de l'intérieur de votre oreille sans vous déranger. Donc, moi, je suis convaincue que ces genres de dispositifs-là vont être la future de la détection précoce de maladies. Merci. C'est fini, c'est bon. Merci beaucoup pour cette. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, au niveau du portail sur Zoom, posez les questions dans le chat et je vais être votre voix aujourd'hui. Pour les personnes présentes dans la salle, juste levez la main et ma collègue en arrière va venir vous donner le micro. Ne pas oublier qu'il y a des gens qui si vous parlez sans micro, les gens sur Zoom ne vont pas entendre. Donc, merci d'attendre d'avoir le micro allumé avant de poser votre question. Et levez la main bien haut, s'il vous plaît. Merci. Mokhtar Lemini de Canada de la Recherche. Vous avez très bien expliqué ça. C'est excellemment illustré aussi. Vous n'avez pas trop parlé des défis. Okay. Il y a beaucoup de défis. Ça semble extrêmement facile, en fait. Donc, c'est quoi les défis? Il y a beaucoup de défis. Le premier serait vraiment l'enjeu éthique. C'est pour pouvoir accéder à toutes ces données-là, et il faut toujours entendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment bien aborder. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder la déclaration de l'éthique. Je ne les connais pas très bien en français, désolé, but Responsible AI, en fait, c'était fait à Montréal. Et cette déclaration-là nous dit comment faire ça bien, en fait. Donc, une des choses qu'on va faire, c'est on va impliquer les participants, donc des personnes qui ont la maladie Parkinson's et des personnes qui ont la maladie Alzheimer's dans le design de la chose. Donc, les personnes qui ont la maladie Parkinson's, c'est plus facile parce qu'on sait qu'ils ont quand même leur habilité de dire qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent pas. Donc, on pense à qu'est-ce qu'on va faire pour les personnes qui ont la maladie Alzheimer.
L'autre défi, je dirais, je ne vais pas lister tout parce qu'on n'a pas assez de temps, mais l'autre défi, je dirais, c'est que tous ces signaux-là arrivent en même temps. Maintenant, moi, je suis en train de parler, ben, mes battements de cœur, j'espère qu'ils sont toujours là. Je respire en même temps. Donc, tous ces signaux-là existent sur un signal de microphone. Et je dois pouvoir créer des algorithmes qui vont pouvoir prendre chacune de ces signaux-là pour que je puisse les utiliser pour les différents algorithmes que je vais créer pour toutes les détections que j'aimerais faire. En fait, c'est juste un commentaire sur ton commentaire. J'avais lu à un moment donné une dame en Angleterre qui avait un odorat tellement fin qu'elle était capable de sentir la maladie de Parkinson chez les gens qui l'avaient. Et elle pouvait faire ça avant même que les diagnostics arrivent. Wow. Mais ça causait exactement le même problème éthique. C'est si tu rencontres quelqu'un, tu reconnais une molécule, parce qu'elle avait un odorat comme entre le chien et l'homme, je dirais, là. Mais tu rencontres quelqu'un, puis tu sais qu'il va avoir la maladie de Parkinson dans 5 ans ou dans 10 ans. Puis c'est documenté, il y a des articles scientifiques là-dessus. C'est un cas assez unique, là, mais c'est un peu les mêmes problèmes éthiques que vous pouvez rencontrer. Merci pour cette présentation. Ma question est un petit peu en lien aussi avec l'éthique. Quand on développe une espèce d'oreille bionique comme ça, comment est-ce qu'on gère la crainte du public et la crainte de la population en général de dire « Oh my God, si je mets ça, on va pouvoir me suivre de partout, de contrôler comment est-ce que je respire et tout ça, mais tout savoir de moi. » Comment est-ce qu'on gère cette approche-là ou qu'est-ce qu'on fait pour faire mieux, je veux dire, passer la pilule dans un public, là? Par rapport à ça? Dans mon avis, c'est vraiment l'éducation, en fait. C'est de parler de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui arrive. C'est aussi d'expliquer que ça se passe déjà. Moi, ce que je fais, ça va pas être beaucoup plus différent que si vous avez Siri qui est activé sur votre téléphone. Donc, c'est vraiment de mettre les choses en contexte puis d'éduquer le monde. Donc, on a déjà eu ce qu'on appelle des cafés scientifiques avec nos participants qui ont la maladie Parkinson. Puis, on leur a expliqué qu'est-ce que vous aimeriez. Et finalement, eux, ce qu'ils ont dit, mais non, moi, si je veux pas que vous m'entendez, je vais juste l'enlever, le dispositif. On était comme, OK, ça, c'est une façon facile de faire. Mais pour vrai, moi, je pense que c'est juste d'expliquer bien c'est quoi les limites. On va aller très loin. Qu'est-ce qu'on va vraiment regarder? Quand est-ce qu'il va être allumé, le microphone? Puis être clair et honnête, transparent. Merci beaucoup. Marzo, on a d'autres questions. On n'a pas le temps pour d'autres questions. Donc, si je vous inviterai, si vous avez des questions, n'hésitez pas à hésiter à y discuter avec Rachel par derrière. Donc, merci beaucoup. Donc, j'inviterai notre deuxième présentateur, Mathieu Lapointe, qui est arrivé au département de génie et construction le 1er juillet de cette année, donc professeur très récent, qui va nous parler du traitement des eaux 2.0, procédé avancé et un peu moins avancé. Merci Clément pour l'introduction. Et merci aussi au décanat pour l'accueil. C'est avec grand plaisir en fait là, que je présente mes travaux de recherche là, à la communauté ETSienne plus haut un petit peu. Ouais? OK. Comme je disais, avec grand plaisir que je présente pour la première fois mes travaux de recherche à la communauté ETSienne, à mes étudiants aussi. Je suis content que vous soyez venus, vous avez écouté la consigne. Ne pas botter le micro aussi durant la prestation. Donc, traitement des eaux 2.0, procédé avancé et un peu moins avancé. Et ça implique qu'on a un choix finalement en tant qu'ingénieur. Et une des premières choses que j'explique à mes étudiants, mes étudiantes lorsque je les accueille au laboratoire, c'est grossièrement, il y a deux types de contaminants. Il y a les contaminants faciles à enlever et il y a les contaminants un petit peu moins faciles à enlever. Et en tant qu'ingénieur, on a le choix d'accepter que ces contaminants-là soient dans nos eaux avec un certain risque sur l'environnement et sur la santé publique aussi. Autre choix qu'on a aussi, c'est de les gérer.
de les traiter avec des procédés plus performants. Qui peuvent intercepter ces contaminants-là qui sont plus rebelles, plus durs à enlever. On les appelle les contaminants réfractaires. Donc, la question que l'ingénieur doit se poser, c'est puis-je et dois-je traiter une eau donnée contaminée? Et le chercheur en traitement des eaux doit se poser une question encore plus globale, c'est peut-on et doit-on traiter toutes les eaux contaminées? La réponse, c'est forcément non. Surtout si on juge que le risque de cette eau-là sur la santé publique et l'environnement est acceptable. Paradoxalement, pour certaines eaux usées au Canada, on le sait qu'elles sont contaminées, on le sait que le risque n'est pas acceptable, on aimerait bien les traiter, mais parfois on n'y parvient pas. Soit par verrou technologique, les contaminants réfractaires notamment, ou soit par limitation technico-économique. Ça coûte trop cher. Donc, là, à partir de là, on peut faire des compromis. Il y a plusieurs eaux au Canada, dans un pays industrialisé, qui ne sont pas traitées. Certaines eaux usées municipales, certaines eaux usées industrielles, les eaux de ruissellement agricole, assurément, et sur cette diapo-là, les eaux de ruissellement urbain. Non, évidemment, quand il y a de la pluie, on aurait à gérer des énormes volumes, ça coûterait beaucoup trop cher. C'est pas envisageable, dit l'industrie du traitement des eaux. Et j'ai publié un article cette année qui tente de renverser la vapeur et en fait, l'article accueille les nouvelles idées pour traiter ces eaux-là qui coûteraient potentiellement trop cher avec des procédés plus passifs qui coûteraient presque rien. L'enjeu, en fait, ce n'est pas d'enlever tous les contaminants. C'est d'enlever les contaminants qui sont faciles à enlever, au moins, minimalement. Et là, je suis en train de marteler les eaux de ruissellement urbain, mais en fait, les eaux de ruissellement urbain ne sont pas les seules eaux non traitées. Elles ne sont pas les seules, en fait, sur le banc des accusés là, au Canada. Par exemple, il y a d'autres eaux qui ne sont pas traitées qui devraient l'être. Donc, ce qu'on voit là, c'est un beau panorama canadien, disons, et ça, c'est la version un petit peu moins apaisante, disons. Puis je n'ai pas tiré ça de Star Wars ou de Star Trek. C'est simplement les eaux de procédés hautement contaminées qui proviennent de l'extraction du bitume au Canada. Ces eaux-là ne sont pas vraiment traitées actuellement sous prétexte qu'on ignore encore comment le faire à un coût raisonnable, dit le gouvernement albertain. Donc, entre-temps, on va simplement les stocker pour éventuellement trouver une solution. C'est le plan de match. Donc, on les stocke dans ces énormes étangs, des bassins de rétention, en fait. C'est plus de 1,4 milliard de mètres cubes d'eau hautement contaminés avec des hydrocarbures, notamment. Donc, ça équivaut à peu près à la consommation d'eau sur l'île de Montréal pendant plus d'1 an. C'est beaucoup d'eau contaminée. Et évidemment, les chercheurs dans le domaine s'entendent pour dire que c'est une des pires catastrophes, une des pires problématiques, disons plutôt, environnementales au Canada. Et je ne suis pas en train d'être pamphlétaire, c'est seulement l'état des lieux. Mais c'est là, par exemple, que les procédés avancés pourraient faire œuvre utile en traitant des eaux qu'on ne traite pas actuellement. Et il y en a beaucoup au Canada de ces eaux-là parce que l'explication est assez simple. En fait, c'est très facile de relarguer des contaminants dans l'eau alors que c'est beaucoup plus facile de les rattraper par la suite. Comme c'est plus facile de donner un coup de poing que d'en esquiver un. Comme c'est beaucoup plus facile de faire votre café le matin et d'extraire la caféine de votre café et la mettre dans votre tasse que de prendre la caféine dans votre tasse, que de la remettre sur le grain de café. C'est très facile de contaminer des eaux. C'est très difficile de la décontaminer. Et la vie est ainsi faite. À l'ETS, on développe des nouveaux matériaux plus performants, des procédés performants pour enlever ces contaminants-là qui sont ultimement réfractaires. On prend de la fibre de cellulose notamment, qu'on modifie chimiquement en labo pour augmenter l'absorption des contaminants réfractaires. Ça fonctionne assez bien. Et par exemple, sur cette diapo-là, les petits groupements en bleu qu'on voit à droite, c'est simplement de la silice qu'on a greffée sur des fibres de cellulose qui provient de papier recyclé dans le but d'absorber plus de contaminants sur la fibre en question.
Et ultimement, on pourrait viser plein de contaminants, des hydrocarbures, des pesticides, des microplastiques. Il s'agit seulement d'adapter la greffe en conséquence. Donc, ça serait, au lieu d'être de la silice en bleu, ça pourrait être du fer ou d'autres groupements fonctionnels. Et en fait, il s'agit simplement d'un processus de clé-serrure avec le matériel et le contaminant. Donc, on a des procédés avancés, ultra performants pour les contaminants réfractaires. C'est génial. Mais parfois, comme les eaux de ruissellement, les contaminants sont faciles à enlever. On pourrait se contenter d'un procédé qui ne coûte pas trop cher et qui ferait la job quand même. Démonstration faite ici par mon troisième héritier. Une pelle, un bout de gouttière, ma raquette de badminton apparemment aussi. Et je vous dirais peut-être 15-20 minutes sans supervision parentale et on a un procédé de traitement, un peu moins avancé assurément, mais quand même qui semble faire le travail. Là, on peut contempler, il se passe quelque chose sur la raquette de badminton assurément. C'est perfectible, rudimentaire, mais en tant que chercheur en traitement des eaux, je n'ai d'autre choix que de saluer la simplicité, l'ingéniosité et le très, très, très faible coût de l'infrastructure. Ce que je salue un peu moins, c'est le bout de gouttière manquant sur ma maison. Mais comme on mentionne depuis le début, tous les procédés ont un coût monétaire. Là, c'est un bout de gouttière. Et c'est assurément un exemple par l'absurde, mais pas tant que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça, créer des nouveaux procédés, créer des nouveaux matériaux. Démonstration faite par un enfant de 5 ans. Et j'accompagne mes étudiants dans cette optique-là de créer de nouveaux matériaux. Et leur question, c'est souvent qu'est-ce qui se produit si je crée ce matériel-là qui est très complexe, très compliqué? Qu'est-ce qui va avec mon doctorat? Qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? C'est un risque, en effet. Là. Moi, je leur réponds simplement, mais qu'est-ce qui arrive si jamais ça fonctionne? Si jamais tu réussis à enlever plus de contaminants que l'industrie ne parvenait à le faire pour l'instant, donc ça vaut quand même le risque. On peut gérer ce risque-là et moi, je les accompagne à simplement commencer par le commencement, tester des matériaux, même si parfois en apparence, au premier regard, ça a l'air complexe. En réalité, ça n'est pas tant que ça. Et assez souvent, on réussit à trouver des recettes qui sont assez simples et qui fonctionnent très bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette très, très intéressante présentation. Donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Encore une fois, sur Internet, sur Zoom, ne pas hésiter à être timide. Je vais briser la glace encore. Merci. Je suis intéressé à titre de nageur dans le fleuve à chaque été. Et il y a la problématique des fameux déversements lorsqu'il pleut beaucoup. Donc, la consigne, c'est d'attendre 2 jours. Ma question est, quels sont les contaminants qui sont présents? Ça m'a toujours intrigué, à Montréal spécifiquement. Il y en a beaucoup. C'est une panoplie. Dans le contexte de l'interdiction de l'accès à l'eau, c'est surtout un risque microbiologique, E. coli, d'autres pathogènes pour l'humain. Et ça se produit lors de déversements. Vous avez raison, lorsqu'il y a trop de pluie notamment, on ne parvient pas à irriguer la station d'épuration de tous ces eaux et il y a un débordement. Et c'est le cas de plusieurs usines au Québec. C'est un enjeu d'infrastructure civile mondiale. C'en est un à Montréal aussi. Il y a d'autres contaminants aussi qui sont d'ordre toxique physico-chimique, des microplastiques, d'autres contaminants aussi d'ordre qui ont plus un enjeu sur l'environnement, comme le phosphore, l'azote, qui vont créer de l'eutrophisation, notamment. Bonjour, merci. Le processus avancé que vous avez décrit, c'est un processus d'accélération de la flocculation, c'est ça? On parle d'avoir des eaux, de vraiment séparer les contaminants de l'eau qu'on peut donc réduire le volume. Est-ce que vous pouvez élaborer sur les traitements par la suite, sur les flocculants, etc.?
Oui, ben en effet, là, dans le jargon, on appelle ça la flocculation, qui est un processus d'agrégation. Le but, comme je mentionnais, c'est simplement d'engrosser les contaminants. Plus ils sont gros, plus on réussit à les séparer efficacement de l'eau. Et la limitation actuelle de l'industrie de l'eau, c'était ça. On injecte des produits chimiques pour engrosser ces contaminants-là et on atteint un certain seuil. Ils ont une taille définie et on a des procédés de séparation en conséquence. Pour telle grosseur de floc, on a un filtre, on a un décanteur dans lequel les contaminants, les flocs vont décanter, vont chuter au fond. Mais là, maintenant, avec ces nouveaux matériaux-là, en plus d'absorber des contaminants qu'on n'absorbait pas auparavant, les flocs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, c'est un facteur 10, 20. Et le processus subséquent, qui est la séparation de ce matériel-là chargé en contaminants, mais il est lourdement amélioré, finalement, parce qu'on a des plus gros flocs, finalement. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là encore une fois, malheureusement. Donc, si vous avez des questions, ne pas hésiter à discuter avec Mathieu. Donc, merci beaucoup. Donc, j'inviterai notre troisième invité aujourd'hui, professeur Simon Drouin du département de génie logiciel et des TI, qui est arrivé en 2019, qui va nous parler de comment doter les chirurgiens de super pouvoirs grâce à la réalité mixte. On n'est pas tous aussi grands. Désolé, j'ai pas mis ma photo parce que ça fait quelques fois que je viens à Vie de recherche, puis je me suis dit définitivement, je veux pas me voir gros de même. Donc, comment doter les chirurgiens de super pouvoirs grâce à la réalité mixte? Ça semble un gros programme. Inquiétez-vous pas, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de quoi que ce soit de surnaturel, mais plutôt, on va se demander comment la réalité pourrait imiter la fiction. Donc, on veut se demander, en fait, comment on pourrait donner à nos chirurgiens le pouvoir de voir à travers leurs patients, comme on le voit dans la bande dessinée qui est à l'écran en ce moment. Et pour faire ça, la première chose dont on a besoin, c'est une représentation précise et parlante de l'intérieur du corps. Donc, les manuels d'anatomie savent depuis longtemps, on sait dans le monde de l'illustration médicale, comment produire des images d'une très grande beauté, mais d'un très grand niveau de détail qui permettent de bien comprendre la structure tridimensionnelle de l'anatomie, puis de bien comprendre aussi les relations spatiales entre les différentes composantes. Par contre, évidemment, ça, c'est des modèles génériques. Quand on veut traiter un patient spécifique, on veut voir de quoi ce patient-là a l'air à l'intérieur. Et pour ça, on dispose d'images comme celle que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est une image obtenue par résonance magnétique du cerveau d'un patient. Et donc, ce type d'image-là, c'est composé d'une série de tranches que vous voyez défiler en ce moment. Le tout, ça forme un volume. Mais évidemment, cette représentation-là est beaucoup moins parlante que les images de livres d'anatomie que je vous ai présentées plus tôt. Donc, un de mes défis en tant que chercheur, c'est d'essayer de prendre ces images-là, ces images tridimensionnelles-là de l'anatomie de notre patient, puis d'en créer des représentations qui sont aussi parlantes que ce qu'on trouve dans les livres d'anatomie. Donc, comment on fait ça? On fait ça de plusieurs façons. Entre autres, on s'inspire de ce qui se fait dans le monde de l'illustration médicale, mais on s'inspire aussi beaucoup de principes de perception visuelle humaine en 3 dimensions pour essayer de produire des images qui sont les plus compréhensibles possibles du point de vue de la perception de la profondeur. Et évidemment, on va aller récupérer aussi des principes d'infographie qui nous permettent de faire des rendus en temps réel de ce type d'image-là. Je ne vois pas mes notes. On peut aller encore plus loin, évidemment, si on utilise des dispositifs de réalité mixte. Donc, c'est le nouveau terme qu'on utilise là, pour réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, dans ces types de dispositifs-là, évidemment, on est capable de solliciter davantage, d'une façon plus efficace, le système visuel humain
avec des procédés comme la vision stéréo et aussi l'effet de parallaxe qui fait que quand on bouge la tête un peu, on voit une image, un point de vue légèrement différent. Dans mon travail, je vous montre un exemple d'application des technologies qu'on utilise. Ça, c'est comment, en fait, on a travaillé sur un projet de planification d'implantation de prothèses pour corriger des malformations cardiaques avec un chirurgien cardiaque qui est capable de planifier son opération en réalité virtuelle et essayer différents types de prothèses pour voir laquelle est la mieux adaptée. Si on peut utiliser les images médicales pour planifier les opérations, on peut aussi les utiliser pour exécuter ces opérations-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est en action un système de guidage pour la neurochirurgie. Donc, on est capable de suivre en 3D des outils chirurgicaux et d'afficher sur un écran d'ordinateur où se trouvent ces outils-là en relation avec l'anatomie du patient. Bon, ces images-là ces systèmes-là sont très utiles. Par contre, sont assez difficiles à utiliser sur le plan, c'est pas très intuitif. Donc, ça demande au chirurgien de regarder en alternance son patient et l'écran d'ordinateur, comme vous pouvez le voir là, sur la vidéo, et d'y aller un point à la fois pour essayer de se former une image mentale de l'anatomie tridimensionnelle. Et c'est dans ce genre de cas-là où est-ce qu'on voudrait pouvoir disposer comme dans ma première diapositive, d'une supervision pour pouvoir voir à travers le patient directement les structures anatomiques sur lesquelles il faut qu'on opère. Donc, c'est exactement ce que nous permet de faire la réalité augmentée. Donc, avec la réalité augmentée, on fait le rendu tridimensionnel des images, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt, mais on superpose ça à des images réelles du champ opératoire et ça nous permet de voir en quelque sorte, à travers notre patient et de un peu donner des super pouvoirs à nos chirurgiens. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai des questions dans la salle? Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, c'est ces super pouvoirs-là qu'on donne aux chirurgiens. On l'a vu dans une des vidéos, là, le chirurgien était à la fois en train de regarder son patient puis en train de regarder la caméra, la vidéo et tout ça. À quel point est-ce que ça va les aider ou à quel point est-ce que ça les dérange, mais ça modifie leur façon de faire? Puis est-ce qu'ils sont prêts à embarquer aussi avec ces nouvelles technologies-là puis à avoir leur manière de faire perturber ou augmenter aussi, en même temps améliorer, mais ça change pas mal leur pratique. Fait qu'à quel point ils sont ouverts à ça, puis est-ce qu'ils embarquent aussi là-dedans, puis est-ce qu'ils trouvent ça plus facile, en effet, d'avoir ces nouveaux outils-là? Une des choses qu'on essaie de mesurer, entre autres dans les expériences de réalité augmentée, c'est la charge cognitive sur les chirurgiens, parce que c'est quelque chose qui va affecter énormément. Quand on parle d'une chirurgie, par exemple, pour retirer une tumeur au cerveau, c'est des chirurgies qui peuvent durer de 5 à 20 et plus heures. Donc, le chirurgien, pendant tout ce temps-là, va sortir peut-être une fois pour manger quelque chose et aller aux toilettes. Mais sur 20 heures, là, donc, il faut essayer de minimiser le plus possible la charge cognitive pour le chirurgien. Puis, en lui présentant des images qui sont naturellement interprétées par son cerveau, notre objectif, c'est de faire en sorte que ça soit moins lourd sur sa charge cognitive et moins fatigant sur le long terme. À savoir, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont intéressés par ces technologies-là? Évidemment, vous allez voir un chirurgien expérimenté, puis la première chose qu'ils vont vous dire, c'est « j'ai pas besoin de ça ». Mais c'est une des difficultés de travailler dans ce domaine-là parce qu'on se fait dire souvent ça. Puis éventuellement, on passe par… c'est pour ça que je passe beaucoup par la préparation de la chirurgie. On passe par l'entraînement des jeunes chirurgiens aussi pour commencer à montrer des images. On passe aussi par la sensibilisation des patients. Donc, on commence à montrer des images en réalité virtuelle aux patients avant les opérations pour qu'ils comprennent bien ce qui va se passer dans leur opération. Donc, en introduisant ce type d'outil-là tranquillement dans la pratique, éventuellement, ils veulent l'avoir pour préparer la chirurgie. Éventuellement, ils veulent l'avoir pour exécuter la chirurgie. Puis on espère… les jeunes chirurgiens, je dirais, ils sont beaucoup moins réfractaires. Merci beaucoup. C'est drôle parce qu'on fait à peu près la même affaire, sauf que pour les bâtiments, nous autres.
Puis on travaille dans le secteur hospitalier. Puis ma question, c'est est-ce que tu entrevois justement ces nouvelles approches-là avoir une incidence sur la façon qu'on construit nos hôpitaux? Ben oui, en fait, un exemple qui m'est apparu récemment, en fait, je n'avais pas envisagé ça. Il y a des compagnies aux États-Unis qui commencent à vendre des produits pour faire des salles de radiologie virtuelles. C'est-à-dire que plutôt que d'équiper une salle de radiologie immense, puis il y a beaucoup de requis là, pour une salle de radiologie, ça prend un éclairage bien spécifique, des très grands écrans, ça coûte très cher. Bien, on envisage de plus en plus de fournir des casques de réalité virtuelle aux chirurgiens pour leur simuler une salle de radiologie avec toutes les bonnes propriétés. Évidemment, pour l'instant, les casques ne sont pas d'une résolution encore assez haute pour ça, mais la progression est phénoménale dans les dernières années. Je n'ai pas de doute que d'ici 4-5 ans, on va avoir des casques avec une résolution qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Ben, c'est l'exemple qui me vient en tête. Là. Il y en a probablement d'autres, j'imagine. Merci beaucoup. Donc, on a eu le temps des questions. Donc, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Très intéressant. Donc, j'inviterai notre dernier invité aujourd'hui, professeur Daniel Monfait, du département de génie à la construction, qui est arrivé en 2013, qui va nous présenter les enjeux énergétiques de l'agriculture en environnement contrôlé. C'est bon le son? Moi, vous avez ma photo, mais je vais sauter tout de suite à la prochaine diapositive. Alors, pourquoi l'agriculture en environnement contrôlé ou pourquoi faire de l'agriculture en environnement contrôlé et c'est quoi exactement? Ben, en fait, ça correspond à l'agriculture en serre ou à ce qu'on appelle des enceintes de production végétale intérieure, c'est-à-dire soit des fermes verticales ou des fermes conteneurs. Ça donne des résultats comme ceux-ci, c'est-à-dire des fraises qui ont une haute qualité, qui sont très délicieuses puis qui peuvent être produites 365 jours par année. Évidemment, on peut minimiser la consommation d'eau parce qu'on est en circuit fermé. Ça peut réduire les besoins de terrain ou de transport. On peut évidemment contrôler notre rendement, donc avoir une production constante. Ça vient avec quelques inconvénients. Consommation et coût d'énergie élevés, puis parfois, ça prend des technologies qui ne sont pas toujours encore au point. Donc, c'est quoi la consommation d'énergie d'un espace d'agriculture en environnement contrôlé? Bien, si on regarde ici, on peut voir que ça, c'est un sondage qui a été fait au Canada et aux États-Unis dans le monde. Donc, évidemment, le climat est différent du climat québécois, mais on peut voir que ça représente environ 7 fois plus de consommation d'énergie lorsqu'on est dans une enceinte de production végétale intérieure versus, disons, une serre. Ce qui est intéressant à regarder, c'est un peu c'est quoi la répartition de cette utilisation de l'énergie-là. Donc, dans les serres, on peut voir que les systèmes mécaniques de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air représentent une très grande portion de la consommation d'énergie, donc autour de 83 % dans l'ensemble des climats. Au Québec, on sait que c'est relié principalement au chauffage. Puis, dans les fermes verticales, bien là, on a une portion qui est reliée à l'éclairage, puis l'autre qui est reliée au système plutôt de déshumidification ou de refroidissement. Okay? Mais ce qui est important de voir, c'est que dans l'industrie, un des enjeux de durabilité, c'est justement de voir comment on pourrait améliorer notre consommation d'énergie. Donc, la majorité des entreprises dans ce domaine-là, c'est un élément qu'ils veulent adresser. Donc, comment on s'y prend pour les aider? Donc, on s'entend, là, on ne pourra pas aller jouer dans leur système puis voir comment on pourrait optimiser les systèmes pendant qu'ils produisent parce que l'objectif final, eux autres, c'est d'avoir leur fruit qui sort à la fin de la journée. Donc, on utilise des modèles. Donc, dans nos modèles, ce qu'on fait, c'est qu'on va modéliser l'espace, que ce soit une serre ou une enceinte de production végétale. On va déterminer c'est quoi les températures qu'on veut maintenir dans cet espace-là. Donc, ce choix de température-là puis d'humidité va être en lien avec le type de plante qu'on veut faire pousser. Okay? Donc, les fraises, ça ne pousse pas de la même façon que la laitue, par exemple. Okay? Ensuite, on va modéliser les différents éléments qui se passent à l'intérieur, donc l'éclairage, que ce soit de l'éclairage solaire ou artificiel ou un mix des deux. On pourrait ensuite regarder ainsi que les plantes, évidemment, et ça va nous amener à mettre des systèmes pour maintenir les conditions voulues. On s'entend, c'est ça, ces systèmes-là qui vont consommer de l'énergie et c'est eux qu'on veut minimiser leur consommation d'énergie. Notre défi dans tout ça, c'est de modéliser la plante. Okay? Donc, il existe peu de modèles
qui nous permettent de modéliser les transferts de chaleur et de masse entre l'environnement, la boucle d'air et l'espace dans lequel on est pour pouvoir mieux contrôler le fonctionnement des systèmes. Donc, notre modèle de plante, de façon sommaire, a de l'air de ça. Donc, il prend en entrée certains éléments qui font croître la plante et en sortie, ce que ça donne, c'est la quantité de humidification où la plante va transpirer. Ça, c'est un élément qu'on veut contrôler, comment elle transpire. Puis, cette transpiration-là va varier selon sa croissance. Elle pourrait aussi causer un effet de refroidissement dans l'espace par son procédé biologique. Donc, si on est capable de bien déterminer c'est quoi ces flux-là ou ces échanges-là, bien, ça nous permet de mieux voir quel type de système on peut mettre ou comment on peut les utiliser. Donc, quelques exemples de systèmes qu'on a regardés. Donc, dans les serres, on a regardé différentes stratégies de déshumidification. On regarde aussi des stratégies de stockage avec mon collègue Didier Allot en mécanique. Puis, le but, bien, c'est de regarder qu'est-ce que ça donne en termes de consommation d'énergie. Même chose pour les fermes verticales. Donc, ici, on a comparé deux systèmes où est-ce qu'on regardait un système où est-ce qu'on était en boucle fermée, puis un autre système où est-ce qu'on utiliserait l'air extérieur, particulièrement intéressant au Québec, pour refroidir l'espace à l'intérieur. Okay? On peut voir ici que dépendamment de la façon dont on produit, bien, on va arriver à des résultats différents. Donc, ce que ça montre sur l'image du bas, en fait, c'est que ça dépend de la densité ou la quantité de plantes qu'il va y avoir dans l'espace. Quel système va être plus approprié d'un point de vue énergétique, on s'entend. Okay? On a aussi peaufiné nos modèles pour regarder quel rendement ça nous donnait sous certaines conditions. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet de comparer différents types d'espaces. Donc ici, ce qu'on a comparé, en fait, c'est une serre de petite taille à une ferme conteneur. Donc, si vous regardez la ligne verte sur la figure de droite, ce que ça montre, c'est la consommation énergétique de la ferme conteneur, ce qu'on appelle l'intensité énergétique spécifique, c'est-à-dire la consommation par empreinte par superficie cultivée par production. Puis, on peut voir que c'est relativement constant dans le temps, ce qui est attendu, alors que si on regarde différents scénarios de serre, bien là, on peut voir qu'en hiver, on consomme beaucoup plus, puis en été, on consomme beaucoup moins. Et donc, ça montre un peu l'utilisation des modèles qu'on est en train de développer. Alors, merci beaucoup. Je pense que je suis juste dans les temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Merci, Daniel. Puis, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Je suis certain qu'il y a beaucoup de futur pour tout ce qui est agriculture verticale. Jusqu'à quel point la pratique, c'est de placer ces installations-là proches d'installations industrielles dans des parcs industriels pour récupérer de la chaleur, parce que c'est de la chaleur quand même basse température. Jusqu'à quel point ça se fait? Puis, est-ce que c'est une opportunité de s'affranchir un peu de ces limites énergétiques-là? Oui, si on revient à la diapo en arrière, en fait, j'ai parlé qu'on a comparé les deux, mais l'idée aussi, c'est de créer des synergies entre ces deux types d'espaces-là, puis d'avoir un écosystème beaucoup plus énergétiquement favorable à la production locale, dans le fond. Puis oui, on pourrait utiliser, on a regardé aussi des études je ne l'ai pas présenté parce que Didier l'avait présenté la dernière fois, mais on regardait aussi de la récupération de chaleur, entre autres de centres de données, pour alimenter ou pour soutenir le chauffage de serre. C'est ta question, si vous allez pouvoir goûter aux fraises, oui, tant qu'il en reste. D'ailleurs, merci à Fraises d'hiver qui nous les a fournies. Merci, Daniel, pour la présentation. C'est très intéressant. Est-ce que vos résultats sont influencés par le type de culture qui est faite dans la serre? Oui, définitivement. Le modèle qu'on développe en ce moment, c'est pour de la laitue, qui est un légume froid, c'est-à-dire qu'il peut aussi être cultivé à comme 15 degrés Celsius. Quand tu regardes la fraise, on parle plus de 20, 21. Les tomates, c'est encore plus haut. Puis la fraise aussi, c'est quand même assez particulier parce que la nuit, il faut que tu descendes la température. Il faut comme que tu stresses ta fraise pour qu'elle produise du sucre. C'est ça qui fait qu'elle devient bon. Fait que si on pense à comment un système en général, pour sa performance, il faut qu'il soit toujours aux mêmes conditions, bien là, tu le fais comme fluctuer dans des conditions extrêmes. Fait que c'est très difficile de maintenir une performance dans le temps. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation.
Moi, ma question, c'est au vu là, de la comparaison serre plus environnement vertical, quel serait l'avenir du Québec? Est-ce qu'on devrait privilégier un mode par rapport à l'autre ou est-ce que les deux peuvent cohabiter? Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter. Et puis, ça cohabite déjà aussi avec l'agriculture en champ qui est aussi importante dans notre écosystème. Le but, c'est de complémenter ou de minimiser nos exportations en trouvant des solutions qui sont appropriées à notre climat. Oui, les patates navets carottes, je ne suis pas sûre en ferme verticale. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible qu'une des conclusions de vos études, ça soit juste, en fait, ça coûte beaucoup trop d'énergie de faire pousser des fraises l'hiver et du coup, peut-être changer du coup les produits qui sont mis à pousser dans les serres en fonction de la période? Ça, c'est une des stratégies qu'on explore aussi. Donc, on s'entend, il y a plusieurs strates dans la filière alimentaire, puis il y a plusieurs strates aussi même au niveau des serres. Tu peux avoir des producteurs biologiques qui vont faire de la culture en serre froide. Ben, dans ce cas-là, nos modèles vont leur aider à mieux contrôler l'humidité ou à décider quand mettre du chauffage dans la serre, versus un très grand producteur qui, lui, en fait, il faut qu'il approvisionne les IGA et de ce monde, et il doit assurer un certain rendement. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut d'un point de vue sociétal. Merci. Merci beaucoup. Donc, très intéressant comme d'habitude. Donc, ça va mettre fin à notre avis de recherche aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être tous avoir été présents. Merci à nos 4 présentateurs. Vous informer que c'était le dernier de la session. Le prochain aura lieu dans la session de 1er février, en fait. Donc, petit message aux gens du corps professoral. Pour l'instant, nos places sont ouvertes. Donc, on cherche 4 présentateurs. Donc, si vous êtes intéressé à présenter vos recherches, ne pas hésiter à communiquer avec nous à avisderecherche.ca. Donc, vous pouvez nous trouver sur l'interface au Prof ETS. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.